GG, hein. Donc là, c'est le match, normalement. Vous êtes plus nombreux. Un peu, c'est quoi le problème? Lâche un peu, Bark. Allez, je suis le docteur Chatar et je suis chef de service d'anesthésie de réanimation. Très bien. L'EHS en transplantation d'organes et de tissus. Et je vais vous parler un petit peu des insuffisances. Justement, on va essayer de finir avant le Brésil. Je vais vous parler un petit peu des insuffisances respiratoires aiguës. Alors, qu'est-ce qu'une insuffisance respiratoire aiguë? Alors, l'ancienne définition définissait l'insuffisance respiratoire comme étant une altération de l'hématose, donc une altération des échanges gazeux. Alors, à ce moment-là, on définissait deux grandes fins. On définissait les espoirs qui étaient plus hypoxémiques et qu'on disait de type 1, où c'est un petit peu l'oxygène qui est bas dans le sang, et puis des insuffisances respiratoires où le taux d'oxygène est plus ou moins normal, mais où il y a une hypercapnie qui commence à s'installer, et ce sont les insuffisances respiratoires hypercapniques ou de type 3. Le problème, c'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres hypoxémies, d'autres insuffisances respiratoires qui sont dites hypoxémiques, et qui sont en rapport avec une baisse de l'oxygène au niveau des tissus. Ça veut dire que dans le sang, le taux d'oxygène est normal, mais les cellules en périphérie ont beaucoup de mal à extraire cet oxygène pour l'utiliser, donc elles se mettent en insuffisance respiratoire. C'est par exemple le cas lors des intoxications au monoxyde de carbone, dans les anémies qui sont sévères, dans les états de choc où il y a moins de sang oxygéné qui arrive au niveau des tissus. Donc, ces tissus-là vont se mettre en métabolisme anaérobie et donc vont sécréter des substances qui vont les léser un petit peu plus. Alors, à cause de ça, la définition de l'insuffisance respiratoire a changé. Et actuellement, on parle d'insuffisance respiratoire à chaque fois qu'il y a une hypoxie tissulaire qui s'installe. Vous ne m'entendez pas bien. Il me faut Balek. Vous me donnez 2 minutes, je vais chercher juste un truc et je reviens. Un micro. T'as le... Donnez-moi une seconde, hein. D'accord, donc le problème est chez votre collègue. Alors, j'ai changé de micro. Maintenant, si vous entendez toujours pas bien, ça veut dire que avec un problème ici, hein. Ok, très bien. Alors, donc maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'une insuffisance respiratoire aiguë, voilà pourquoi vous devez la connaître. Alors, d'abord et avant tout, parce que c'est un motif qui est fréquent au niveau de la consultation des urgences, et notamment en réanimation. Que le principal symptôme qui la révèle est un symptôme qui est plutôt subjectif. Ça veut dire que c'est un symptôme auquel on ne peut pas se fier à 100% pour définir justement la sévérité de la maladie. Le malade peut surjouer ce symptôme-là. Alors le symptôme le plus fréquent, c'est cette fameuse... c'est votre connexion Internet qui est mauvaise. C'est votre connexion qui est mauvaise, les jeunes. La mienne, elle est bonne. Et j'ai changé de... Oui, problème public. Faut voir Malouali s'il y a un problème public. Allez. Donc, le principal symptôme de cette maladie, qui est la dyspnée, est un symptôme qui est plutôt subjectif, qui peut être surjoué par le patient. Donc, un patient peut se retenir et donc peut retenir sa dyspnée, et donc on peut être en face d'un patient qui présente pas beaucoup de symptômes cliniques mais qui est
dans un état très grave d'insuffisance respiratoire, comme on peut se retrouver en face d'un patient qui est en train de surjouer sa dyspnée et donc qui n'est pas réellement en insuffisance respiratoire. Donc là-dessus, il faudra savoir d'une façon objective comment quantifier cette dyspnée, comment quantifier la sévérité de cette insuffisance respiratoire. On vous en parle aussi parce que c'est un sujet qui est extrêmement vaste. Les étiologies qui peuvent mener vers cette insuffisance respiratoire sont très nombreuses. Et enfin, et c'est le plus important, c'est parce que cette insuffisance respiratoire est liée à un taux de mortalité qui est quand même non négligeable. Donc, elle met tout le temps et toujours le pronostic vital en jeu. Petit rappel sur la respiration. Petit rappel sur la respiration. Arrêtez d'écrire parce que là, ça me perturbe. Vos messages. Petit rappel sur la respiration. Vérifiez votre connexion Internet, s'il vous plaît. Parce que si elle n'est pas bonne, vous n'allez rien entendre. C'est clair. Vous savez très très bien que la respiration fait appel à des muscles. Ces muscles-là sont sous un contrôle central au niveau du cerveau. L'air passe par l'arbre trachéobronchique jusqu'au poumon, où il y a des échanges avec le sang, et donc l'oxygène va passer dans le sang, il sera transporté par les globules rouges en périphérie, et c'est même ce même sang va amener le CO2 de périphérie. Il y a un support là, alors soit c'est la fonction neurologique interne, donc de commande centrale, ou la défecteur périphérique, donc c'est le muscle qui est en défaut, et à ce moment-là, le poumon ne se remplit pas assez avec de l'air, et donc il n'y a pas assez d'oxygène pour ces échanges gazeux tawana, et c'est ce qu'on appelle l'altération de la fonction pompe du poumon. Soit au contraire, c'est cette unité d'échange qui est en masse, c'est cette alvéole qui n'arrive pas à ajuster ses échanges gazeux comme il se le sent, et donc ça, c'est la fonction échange pulmonaire qui est en cause. Ou alors, c'est ce transporteur-là qui est chargé d'amener cet oxygène en périphérie qui est en tort. Alors, on va voir ces trois situations, une à une. Alors, première situation, quelles sont les étiologies où c'est l'atteinte de la fonction pulmonaire qui est en cause. Alors, cette atteinte, elle peut être primitive, donc c'est la fonction neurologique, le contrôle du cerveau qui est atteint, par exemple lors d'un AVC, par exemple lors d'une maladie musculaire, par exemple la myasthénie, qui va toucher les muscles, qui va les empêcher de travailler comme il faut, mais généralement, cette atteinte, elle est secondaire. Elle est secondaire soit elle est tout en secondaire à une fatigue musculaire, et cette fatigue musculaire est secondaire soit à une demande qui va être importante, où on va se mettre à faire de la polypnée pour évacuer la chaleur, et donc cette polypnée va fatiguer nos muscles, soit à une diminution de la compliance pulmonaire, donc une diminution du volume qui partit des échanges pulmonaires, par exemple lors d'une pneumonie, lorsqu'il y a un corps étranger qui obstrue, par exemple, une bronchiole, et donc on va avoir une de poumon qui est exclue aux échanges pulmonaires. Le reste du poumon va compenser, et pour compenser, s'il y a les diapos, vous n'avez pas Internet. Et donc pour compenser, qu'est-ce qui va se passer? Le poumon va accélérer sa fonction respiratoire. Et donc, il va mettre en jeu ces muscles respiratoires qui vont se fatiguer, soit lorsqu'il y a des résistances accrues au niveau de l'arbre bronchique ternaire, par exemple en cas de crise d'asthme, en cas de décompensation d'une bronchopneumopathie chronique. Et donc, il y a le volume de ces branches qui va rétrécir. À cause de cela, les muscles respiratoires vont fournir beaucoup plus d'efforts pour lutter contre cette résistance et pour faire leur travail. Alors, dans tous les cas, lorsqu'il y a atteinte de la fonction de la pompe pulmonaire, on va avoir mise en jeu des muscles accessoires, et c'est ce qui va donner, sur un plan clinique, les différents tirages. Et dans tous les cas, lorsqu'il y a fatigabilité de ces muscles respiratoires, le cerveau va essayer de compenser en leur disant de travailler plus, parce qu'ils ne travaillent pas assez, et on va arriver à cette histoire de polypnée. Alors, cette polypnée qui est censée arranger
va être, va demander justement en train de rentrer dans un cercle vicieux. La deuxième analyse de respiratoire de la perfusée, c'est-à-dire que vous voyez le schéma en bas, il y a chaque alvéole va recevoir de l'air et chaque alvéole va recevoir via un capillaire une quantité de sang qui va la perfuser, qui va participer à ce changement. Alors à chaque fois qu'il y a perturbation de ce rapport entre alvéole perfusée, alvéole ventilée, eh ben arriver à une atteinte de la fonction alvéolo-capillaire et donc à une atteinte de la respiration en elle-même. Et donc, on va aller vers une insuffisance respiratoire. Alors, il y a deux principaux syndromes que vous devez connaître. D'abord, il y a le syndrome effet shunt intrapulmonaire. Alors, le shunt, c'est quoi? C'est lorsque on a du sang veineux qui va se mêler à du sang artériel. C'est ça le shunt. Alors, l'effet shunt, c'est des situations qui vont arriver à créer qui vont créer une situation semblable à ce shunt-là. Alors, quand est-ce que ça arrive? Ben, à chaque fois qu'on va avoir des alvéoles qui ne vont pas recevoir de l'air, donc qui ne seront pas ventilés, mais qui continuent à avoir du sang, donc ils vont être perfusés. Ben, vous allez avoir, regardez en bas, vous allez avoir une alvéole à gauche qui ne reçoit pas d'air et donc qui ne participe pas à ces échanges gazeux. Donc, vous allez avoir du sang qui va arriver vers le capillaire et qui est chargé en CO2 et qui n'arrive pas à se débarrasser de ce CO2. Il va continuer vers le réseau artériel. Et de l'autre côté, vous allez avoir des alvéoles qui vont recevoir de l'air et qui vont participer à ces échanges-là. C'est ça l'effet shunt. On va avoir du sang qui arrive vers le poumon chargé en CO2, mais étant donné qu'il est dirigé vers des alvéoles qui ne reçoivent pas d'air, ben, il va pas participer aux échanges, il va garder son CO2 et il va le rejeter dans le sang artériel. Et donc, à sortie, on va avoir du sang mêlé. On va avoir une partie de sang qui a participé aux échanges respiratoires et donc il va être chargé en oxygène et pauvre en CO2. Et puis, de l'autre côté, une partie de sang qui n'a pas participé aux échanges alvéolo-capillaires, donc dans ce cas-là, qui vont être chargés en CO2 et pauvres en oxygène et qui vont se mêler. Alors, quand est-ce qu'on voit cet effet shunt intrapulmonaire? Ben, à chaque fois que l'air n'arrive pas aux alvéoles. Par exemple, dans le cas des pneumopathies, lorsqu'il y a une pneumonie, lorsqu'il y a un œdème pulmonaire, l'alvéole est remplie d'eau et donc elle ne participe pas aux échanges alvéolo-capillaires, aux échanges gazeux. À chaque fois qu'il y a des atélectasies, donc un corps étranger va venir obstruer la branche ou la branchiole qui mène l'air vers cette alvéole. Alors, et toutes ces situations de shunt intrapulmonaire vont arriver à une situation d'hypoxémie. Et cette hypoxémie ne sera pas, malheureusement, corrigée par l'oxygénothérapie. Parce que vous avez beau monter la fonte qui arrive vers le poumon, ben cet oxygène n'arrivera toujours pas vers les alvéoles qui sont exclus de ces échanges-là. Deuxième situation, deuxième grand syndrome dans les insuffisances respiratoires, c'est le syndrome, c'est l'espace mort. Alors, l'effet espace mort, il va résulter de quoi? On va avoir au contraire. Cette fois-ci, vous allez avoir des alvéoles. Attendez, donnez-moi 2 secondes. On va changer de réseau Internet. Ça ne plus grave.
وما يفهم Pression plus normale, tu vois. Oh, mon petit partenaire. Est-ce que vous m'entendez mieux? C'est mieux? Ah, et malin كملوا. bon نعاودوا شويه اللي قبل منها alors. donc قلنا وقتاش يصراو وقتاش quelles sont les grandes pathologies qui vont mener, quelles sont les grandes lignes physiopathologiques de cette insuffisance respiratoire. Alors c'est soit que cet effecteur, donc la fonction pompe du poumon qui est altérée, soit ce sont plutôt les échanges pulmonaires qui sont altérés, soit c'est le transporteur en oxygène qui va être altéré, qui va pas amener les bonnes quantités d'oxygène en périphérie. Alors quand est-ce que la fonction pompe du poumon est altérée? Alors soit d'une façon primitive par une atteinte directe du muscle ou bien de la commande cérébrale. Donc, c'est le cas, par exemple, lors d'un AVC, c'est le cas, par exemple, lors d'une maladie musculaire qui est la myasthénie, qui va toucher le muscle respiratoire et donc, il n'y a plus d'effecteurs, on n'a plus assez de muscles pour bien respirer. Soit, elle est généralement secondaire à une fatigue de ces muscles. Alors, quand est-ce que ces muscles vont se fatiguer? Soit parce que la demande est très importante, ventilatoire, donc en cas d'hyperthermie ou la d'effort, soit parce que justement la compliance de le système respiratoire est diminuée. Quand est-ce? Lorsque le poumon est amputé d'une partie, qui m'a par exemple les pneumonies, ou là qui m'a fait les OAP, oui, on a la moitié du poumon qui baigne dans de l'eau ou là dans du pu, et donc qui ne participe pas à la respiration, le cerveau va demander au reste du poumon de faire plus d'efforts. Comment il va faire plus d'efforts? En augmentant un petit peu sa fréquence respiratoire et donc en disant aux muscles de se contracter encore plus. Alors, soit lorsqu'il y a des résistances, par exemple lors d'un bronchospasme, lors d'une BPCO, des compensations d'une BPCO ou là d'une crise d'asthme sévère, à ce moment-là, il y a trop de résistance à l'écoulement de l'air et donc forcément, les muscles respiratoires vont devoir faire beaucoup plus d'efforts pour justement respirer. À la longue, ils vont finir par se fatiguer. Et la mise en jeu de ces muscles va donner naissance à un signe clinique que nous connaissons tous, qui est le tirage musculaire, qu'il soit en intercostal, ou là en sus-sternal, ou là en sus-claviculaire, ou là en... Voilà. Dans tous les cas, c'est dû à une contraction massive des muscles. Alors, ce genre d'insuffisance respiratoire va donner naissance, va se traduire tout le temps sur la clinique par une polypnée. La deuxième étiologie qui va conduire à cette insuffisance respiratoire, ce sont des étiologies qui ont des échanges alvéolo-capillaires. Ça veut dire que c'est l'arrière alvéolo-capillaire qui est atteint. Quand est-ce qu'on voit ça? Alors, généralement, chaque alvéole est perfusé à du sang. Il y a un capillaire qui va ramener du sang à chaque alvéole. Donc, le rapport entre alvéole ventilée et alvéole perfusée, dans la normale, il est à 1. Toutes les alvéoles reçoivent de l'air et toutes les alvéoles reçoivent du sang pour participer à ces échanges. C'est logique. Mais parfois, il y a certaines alvéoles qui vont pas recevoir de l'air. Par exemple, en cas de pneumonie, en cas d'atélectasie, mais elles vont continuer à recevoir du sang. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Ce sang-là, qui va visiter ces alvéoles, il est chargé en CO2, mais comme ces alvéoles ne contiennent pas d'air, il n'y aura pas d'échange gazeux. Et ce sang-là va continuer son chemin vers le réseau artériel. Il va se mêler
à du sang qui lui avait participé parce qu'il a visité des alvéoles qui, elles, n'étaient pas bouchées, donc il recevait de l'air. Et donc, il va se mêler à ce sang-là et on aura à la sortie du sang mêlé, veineux et artériel. C'est ce qu'on appelle l'effet shunt. Donc, on le voit à chaque fois que le rapport ventilation sur perfusion est inférieur à 1. Donc, on aura, à chaque fois qu'on a plus d'alvéoles perfusées que ventilées, on aura un effet shunt intrapulmonaire. Et cet effet shunt, il a ceci de particulier, c'est que vous avez beau installer ou instaurer une oxygénothérapie, eh bien, ça ne résoudra pas le problème de votre patient. Ou allège, parce que les alvéoles vont rester bouchées. Donc, ça ne sert à rien de donner plus d'oxygène. Il faut aller déboucher ces alvéoles-là pour que l'air arrive et fasse ces échanges-là au niveau de ces alvéoles. Deuxième situation, c'est l'atteinte, c'est ce qu'on appelle l'espace mort. Cette fois-ci, c'est le contraire. L'alvéole reçoit de l'air, mais elle n'est pas perfusée. Parce qu'il y a par exemple un caillou au niveau de ce capillaire qui empêche le sang d'arriver à ces alvéoles. Donc, on va avoir un rapport ventilation sur perfusion supérieur à 1. On va avoir plus d'alvéoles ventilées que d'alvéoles perfusées. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir une instauration d'une hypercapnie. Voilà, parce que tout simplement, comme il n'y a pas de sang qui arrive vers ces alvéoles, le CO2 va stagner à l'intérieur du sang, et donc on aura à la sortie un taux de CO2 qui va être augmenté. Quand est-ce qu'on voit ceci? On le voit à chaque fois que, par exemple, il y a une baisse de la quantité de sang qui circule, donc dans les hypovolémies, à chaque fois qu'il y a un obstacle, donc dans les embolies, à chaque fois que le cœur ne pompe pas assez de sang vers les poumons, donc dans l'insuffisance cardiaque, etc. Et à ce moment-là, on va avoir des insuffisances respiratoires qui vont être plutôt hypercapniques et qui vont répondre justement à cette oxygénothérapie. Alors, dernière chose où il y a une atteinte de la fonction des échanges alvéolo-capillaires, c'est lorsque vous voyez ici la barrière alvéolo-capillaire est atteinte elle-même. Donc, elle est épaissie pour une raison ou pour une autre, et donc elle va empêcher que le CO2 sorte et aille vers l'alvéole et que l'oxygène rentre au niveau du capillaire. C'est le cas, par exemple, lors des fibroses. Et à ce moment-là, on va avoir les deux mécanismes. On va avoir des hypoxémies qui vont être sévères et qui vont, cette fois-ci, répondre à l'apport de l'oxygène. Alors, troisième mécanisme, on l'avait vu, c'est soit par atteinte de la pompe de la fonction pompe cardiaque, soit atteinte de la fonction échange plasmatique. Et là, c'est carrément l'atteinte du transport d'oxygène. Vous connaissez tout ce transporteur de l'oxygène dans le corps humain, c'est l'hémoglobine. Alors, chaque fois qu'il y a une baisse de ce taux d'hémoglobine ou alors une diminution ou une augmentation de l'affinité de cette hémoglobine pour l'oxygène, on va avoir des troubles de l'oxygénation au niveau tissulaire. Donc, soit lorsque l'affinité baisse, comme l'hémoglobine, c'est une protéine, et donc cette protéine, elle va être influencée, la conformation spatiale va être influencée par différents, vous avez vu ça en biochimie, par différentes situations. Donc, si la conformation spatiale de cette hémoglobine change pour une raison ou pour une autre, la fonction TH va changer, soit elle va être augmentée, soit elle va être diminuée. Alors, lorsque la fonction de cette hémoglobine va être diminuée, elle sera moins encline à s'attacher à l'oxygène, et donc elle transportera beaucoup moins d'oxygène. Alors, les situations qui mènent vers vers ce cas de figure sont, par exemple, l'hyperthermie en cas de fièvre, l'augmentation des ions H+, donc en cas d'acidose, d'accord. Et dans ces situations-là, l'hémoglobine va transporter beaucoup moins d'oxygène, et donc on va arriver à une situation de détresse respiratoire en périphérie. Par contre, il y a d'autres situations où l'affinité de cette hémoglobine pour l'oxygène va être augmentée. Vous allez me dire, si elle va être augmentée, elle va transporter plus d'oxygène. Et donc, il n'y aura pas de problème. Si, il y aura un problème parce que justement, cette hémoglobine, elle est censée, une fois arrivée au niveau des tissus, relibérer cet oxygène pour que les cellules l'utilisent.
Or, lorsque l'affinité de cette hémoglobine pour cet oxygène est élevée, ben, une fois arrivé en périphérie, l'hémoglobine va refuser de libérer cet oxygène et donc la cellule va voir l'oxygène passer à côté de son nez sans jamais le recevoir. Et donc, on va aussi aboutir à cette histoire de d'hypoxémie tissulaire. Alors, quelles sont les situations? Ben, c'est le contraire. À chaque fois que le pH sanguin devient trop basique, ou alors à chaque fois qu'il y a une hypothermie, eh ben, on va se retrouver dans cette situation où l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène va être augmentée. Alors, cliniquement, ben, c'est la dyspnée qui va ressortir le plus, et donc il sera important. Comme oui. Alors, dans toutes les situations où justement cette protéine qui est l'hémoglobine aura moins d'affinité, c'est-à-dire que la liaison à l'oxygène sera très faible, donc elle va lier moins de particules d'oxygène, donc elle va transporter moins de particules d'oxygène, et donc les cellules en périphérie vont recevoir une hémoglobine sans beaucoup d'oxygène, donc elle sera bien saturée. D'accord? Si d'habitude, chaque molécule d'hémoglobine va transporter entre 1 et 4 molécules d'oxygène, ben cette fois-ci, ben toutes les molécules d'hémoglobine ne vont transporter qu'une quantité d'oxygène qui va être dans le sang va être diminuée de moitié. Et donc, en périphérie, on va avoir une détresse, on va avoir une hypoxémie, une baisse de l'oxygène dans les tissus à cause de cette baisse de transport en elle-même. Par contre, lorsque l'affinité de cette hémoglobine pour l'oxygène va être augmentée, il est vrai que maintenant chaque molécule d'hémoglobine va être saturée à 100%. Elle va capter 4 molécules d'oxygène. Le X, c'est que, étant donné que la liaison entre la protéine et cet oxygène est très élevée et très forte, eh ben en périphérie, les cellules vont avoir du mal à extraire cet oxygène de cette hémoglobine et donc ils vont être aussi en restriction d'oxygène et donc en hypoxémie et forcément ils vont se retrouver en détresse respiratoire. Donc les deux situations sont délétères par rapport au tissu et peuvent conduire à une insuffisance respiratoire aiguë. Cliniquement, on a, alors le signe principal, c'est la dyspnée. Alors cette dyspnée, il faut la rechercher, il faut la typer, il faut voir si elle n'est pas accompagnée de signes de gravité, qui m'a le tirage, qui m'a la tachypnée. Il faut rechercher cliniquement s'il n'y a pas des signes qui peuvent orienter vers l'étiologie, qui m'a une déformation ou là une asymétrie de la cage thoracique. Il faut apprécier la qualité des muscles respiratoires hein, d'accord. Et il faut chercher s'il n'y a pas une cause qui gêne le patient à respirer, qui m'a un corps étranger par exemple. Alors, qu'est-ce que la dyspnée? La dyspnée, alors il y a différents types. Alors la dyspnée, c'est la respiration du patient. C'est ça, la dyspnée. Le tirage, donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'un tirage. Je me trafiche. Alors, la dyspnée, on va plusieurs situations. Alors, d'abord l'orthopnée. L'orthopnée, alors c'est une difficulté à respirer qui va apparaître plutôt en position couchée. Et généralement, l'orthopnée, elle est tout le temps d'origine cardiaque. Elle va signer une insuffisance cardiaque gauche. C'est-à-dire quand on s'allonge, on va augmenter le retour veineux vers le cœur. Et le cœur qui n'arrive pas à pomper comme il faut le sang, ben ce sang-là, il va stagner au niveau du poumon, il va inonder les alvéoles et le patient va avoir du mal à respirer. Quelle est la polypnée qui est augmentation, justement, qui est l'augmentation de la quantité d'air qu'on va inspirer chaque minute. C'est-à-dire on va faire des inspirations profondes. Au contraire, l'hypopnée, c'est des inspirations qui sont plutôt superficielles, c'est-à-dire qu'on ne tire pas assez d'air dans les poumons. La tachypnée, c'est l'augmentation de la fréquence respiratoire. Si normalement elle est de 12 à 20, ben chez un sujet pas malade, elle va aller vers 24, 30, 40. Et à chaque fois qu'elle augmente, ben vous êtes sûr que l'insuffisance respiratoire est sévère.
La bradypnée aussi, c'est la diminution de cette fréquence respiratoire qui, elle aussi, peut être délétère pour le patient. Hein. Bien sûr, quand on baisse la fréquence, absence de la respiration. À côté de cela, il faut chercher les signes justement de cette hypoxyalurée mouvement bronchique. Alors, vous savez très bien que le CO2, il est expulsé par ce qu'on appelle l'anhydrase carbonique. Et cette anhydrase carbonique, elle va prendre une molécule entre la tachypnée et quoi? Entre tachypnée et polypnée. Ben, la polypnée, c'est la quantité d'air qui est augmentée. Et la tachypnée, c'est le nombre de respirations chaque minute qui est augmenté. D'accord? La polypnée, c'est prendre beaucoup d'air à la fois, c'est être obligé d'ouvrir la bouche et faire un appel du patient va être complètement... On a toi, je vais t'exclure. Je me cours que j'ai assisté. Bon. Alors que la tachypnée, c'est le nombre de respirations chaque minute qui va être augmenté, qui va dépasser parfois les 30 cycles par minute. Donc, elle touche la sémiologie. Mais la sémiologie, il ne fallait pas commencer par ce cours. À côté des signes de l'hypercapnie, ben, on a les signes d'épuisement respiratoire. Alors, qu'est-ce que les signes d'épuisement respiratoire? Ben, c'est surtout ce fameux tirage. Alors, le tirage, c'est quoi? C'est donc à chaque fois que le patient doit inspirer, il doit lutter contre une hyperpression intrathoracique ou là, et donc il va faire beaucoup d'efforts. Et vous allez voir les muscles respiratoires qui vont se contracter, notamment au niveau du cou. Vous allez voir le sternocléidomastoïdien par exemple, qui va se contracter d'une façon très forte, et vous allez avoir des creux qui vont se dessiner au niveau du cou. À côté de ces signes respiratoires, et parmi ces signes respiratoires, ce sont circulatoires, ce sont les signes d'insuffisance cardiaque, qui met le signe de Harzer que vous allez voir en sémiologie, c'est-à-dire en palpant, en mettant le pouce au niveau de l'angle xiphoïdien, ben on va percevoir les battements du ventricule droit qui vont signer une dilatation de ce ventricule-là, alors que normalement on les voit pas. Qui m'a la turgescence des jugulaires, qui m'a le foie cardiaque, c'est un foie qui est augmenté de volume, et lorsqu'on le comprime, ben on va voir les jugulaires qui vont s'enfler, c'est le reflux hépato-jugulaire. Tout ça, on va vous l'expliquer au niveau de la sémiologie. Et puis, à chaque fois qu'il y a hypercapnie, il y a augmentation du CO2, ben on va avoir une augmentation de la pression artérielle, une augmentation de la fréquence cardiaque, etc. Les signes neurologiques, bien sûr, lorsque l'oxygène baisse dans le sang, il va baisser au niveau du cerveau, et donc on va avoir toutes les phases des troubles de la conscience qui vont aller de la simple somnolence à carrément le coma ou la carbonarcose qu'on appelle, voilà. Et puis vous allez avoir d'autres signes neurologiques qui m'a laissé faller, hein, lors des intoxications au monoxyde de carbone. Les premiers signes qu'on va avoir, c'est ces maux de tête, hein, qui vont gêner le patient. On va avoir cette astérixis. L'astérixis, c'est quoi? C'est le flapping tremor, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'on lui demande de tendre les mains vers l'avant et de rester immobile, il ne pourra pas. Vous allez voir que ses mains vont battre comme des ailes de papillon. C'est ça le flapping tremor, c'est les ailes, c'est les battements d'ailes de papillon. Et puis, on va avoir justement cette histoire de céphalée et de troubles de la conscience. Les autres signes qui peuvent être associés, qui seront en rapport surtout avec l'étiologie. Alors bien sûr, le patient, pourquoi on aura une somnolence? Parce que le cerveau n'a plus assez d'oxygène, il y a beaucoup trop de CO2 dans le sang, et donc forcément, on va avoir ces troubles de la conscience. Le centre du réveil, le centre de l'éveil, le cerveau, il va être inhibé par ce CO2, et donc forcément, le patient aura tendance à somnoler, à s'endormir, voire à faire un coma, carrément.
l'étiologie, lorsque c'est une baisse de la fréquence cardiaque, lorsque de la fonction cardiaque plutôt, lorsque c'est un état de choc, ben on va avoir une oligurie qui s'installe, les reins auront du mal aussi à travailler. Mais ça, c'est en fonction plutôt avec l'étiologie. Alors, votre interrogatoire va s'attacher justement à définir est-ce que le début de cette insuffisance a été rapide, brutal, ou là, est-ce que il s'est fait sur plusieurs jours pour définir quelle est l'étiologie. Quand il est brutal, on va plutôt chercher un corps étranger. Lorsqu'il est lent, on va plutôt penser à une défaillance. C'est quoi là? Attendez, pardon. Oups. Il est où? Elle est où là? Le chat, il est où? Il est là. Alors, c'est quoi la question? Qu'est-ce que c'est que la dernière personne avant de répéter? Comment ça passe la dilatation gastro-intestinale? Je vous ai dit, le patient va inspirer beaucoup trop d'air et forcément, une partie de cet air-là va passer dans l'estomac et elle va dilater son estomac. Alors, on va chercher, est-ce que le patient a des antécédents respiratoires ou pas? Donc, est-ce qu'il y a eu existence d'épisodes avant? Alors, si c'est le premier épisode, est-ce que le patient fait une maladie qui peut expliquer cette insuffisance respiratoire? Par exemple, si c'est un menuisier, si c'est quelqu'un qui travaille dans la sculpture sur pierre, etc. Est-ce que le patient est suivi pour un traitement qui peut donner cette insuffisance respiratoire? Est-ce que le patient fume, il est tabagique, est-ce qu'il fume autre chose que du tabac ternite, parce que ça aussi c'est très important. Est-ce que le patient a des tares associées, qui m'a par exemple une maladie cardiaque, ou là, le diabète, ou l'hypertension, qui peuvent expliquer cet état d'insuffisance respiratoire? Et enfin, quel est le contexte social de ce patient-là? Est-ce qu'il a tendance à vivre dans une maison où il y a beaucoup d'humidité, par exemple, et qui peut expliquer cette détérioration respiratoire? L'examen physique va d'abord noter quelle est la fréquence respiratoire, va d'abord chercher quel est le type de ce patient. Il va chercher cause de détresse, par exemple l'existence d'un corps étranger sur les voies aériennes ou d'une obstruction bronchique, l'existence d'un épanchement pleural, est-ce qu'il y a de l'eau dans la plèvre, est-ce qu'il y a de l'air dans la plèvre, est-ce qu'il y a des atelectasies, est-ce qu'il y a de l'emphysème, et enfin, est-ce qu'il y a une défaillance de la fonction musculaire de ce patient-là. Et puis, en fonction de votre interrogatoire déjà, vous allez être orienté. Par exemple, si le patient s'est intoxiqué, il est arrivé dans un contexte d'intoxication médicamenteuse, on va plutôt se pencher vers un corps étranger, c'est-à-dire que peut-être un des comprimés est passé dans les branches de ce patient-là, il les a obstrués, ce qui a créé des atelectasies ou là une pneumopathie, ce qu'on appelle une pneumopathie d'inhalation. S'il y a plutôt des signes d'infection, il y a une hypotension associée, c'est plutôt une défaillance cardiaque ou là une embolie pulmonaire qui peuvent expliquer de la défaillance respiratoire. S'il y a une asymétrie au niveau des branches, on va plutôt pencher vers un pneumothorax ou là un obstacle, une atelectasie. S'il y a des sibilants, c'est plutôt un asthme. S'il y a un antécédent d'insuffisance cardiaque ou là d'angor ou là de maladie coronarienne, on va plutôt pencher vers une origine cardiaque à cette défaillance respiratoire. S'il y a un antécédent de tabagisme prolongé, c'est plutôt une décompensation, là, une exacerbation d'une BPCO restante, d'une bronchopneumopathie chronique. S'il y a des facteurs de risque thromboembolique, on va plutôt pencher et chercher une embolie pulmonaire. S'il y a des anomalies neuromusculaires, un antécédent d'anomalie neuromusculaire, on va plutôt pencher vers une maladie neuromusculaire, etc. Donc, en fonction de votre interrogatoire, vous êtes déjà orienté. Et puis, vous allez demander les examens paracliniques afin d'étayer votre diagnostic, comme par exemple les gaz du sang. Alors, les gaz du sang, elles vont vous permettre d'abord de faire le diagnostic positif à la détresse respiratoire aiguë, de savoir quel est le type. Est-ce que c'est plus une baisse de l'oxygène ou là c'est plus une augmentation du CO2 dans le sang? Et puis, vous allez pouvoir
faire la part des choses entre l'effet shunt où l'oxygénothérapie ne donnera pas beaucoup et entre l'hypoventilation où votre oxygénothérapie est très bien indiquée. Et puis vous allez faire une radio du thorax et dans cette radio du thorax vous allez avoir des signes qui sont soit en faveur d'un OAP lorsqu'il y a des lignes de Kerley, soit en faveur d'une bronchopneumopathie lorsqu'il y a un bronchogramme aérique, soit vers un épanchement pulmonaire. Donc la radiographie du thorax est très importante ici parce qu'elle va vous orienter sur votre étiologie d'un seul coup d'œil. Le CG va vous permettre d'éliminer une cause cardiaque à cette détresse respiratoire. La FNS, c'est la formule numération sanguine, c'est aller voir quel est le taux d'hémoglobine et quel est le taux de globules blancs dans le sang. Elle va vous révéler s'il y a une infection ou pas. Lorsque les globules blancs sont très élevés ou alors ils sont très bas, ce qu'on appelle la neutropénie ou la polynucléose, d'accord. Donc, il va vous orienter plutôt vers une origine septique, donc une origine infectieuse à votre insuffisance respiratoire. Les lignes de Kerley, ce sont des hyperclartés qu'on va voir sur le téléthorax et qui sont pathognomoniques de l'œdème aigu du poumon. Alors, la CRP et la procalcitonine qui vont vous orienter vers l'origine infectieuse toujours de cette détresse respiratoire. Le pro-BNP ou le BNP qui va vous orienter plutôt de cette insuffisance respiratoire, les dédimères qui vont vous orienter plutôt vers l'embolie pulmonaire. Alors tout ça, ce sont des protéines qu'on va doser dans le sang. Et alors les autres examens que vous pouvez faire, c'est l'angioscanner thoracique, le Doppler des membres inférieurs, l'audiographie thoracique, plutôt les cardiographies pour le cœur, pour éliminer l'embolie pulmonaire ou alors une défaillance cardiaque. Vous pouvez faire une scintigraphie pulmonaire à la recherche de l'embolie pulmonaire. Vous pouvez faire une fibroscopie bronchique pour aller retirer un corps étranger qui est, la fibroscopie, c'est une caméra au bout d'un long tuyau qu'on va introduire dans les branches et qui va permettre non seulement de faire le diagnostic étiologique, mais aussi de faire la thérapeutique nécessaire. C'est-à-dire si on trouve un corps étranger, vous avez un type qui va rentrer, qui fait ce corps étranger, et on va pouvoir le tirer. Et puis enfin, il faut évaluer la gravité de cette insuffisance respiratoire. Alors, généralement, la gravité extrême, elle est évidente du premier coup. Lorsque vous êtes en face d'un patient qui n'est pas conscient, qui est complètement bleu, qui est en train de gasper, qui a des signes de lutte, qui n'arrive pas à respirer, vous voyez que son thorax ne se soulève pas bien, ne soulève pas du tout, là-dessus, c'est évident que c'est une personne qui est en détresse respiratoire sévère, grave, où il faut intervenir très vite. Et puis, bien sûr, le cas le plus extrême de cette insuffisance respiratoire grave, c'est justement ces patients qui vont présenter ce qu'on appelle une respiration paradoxale ou alors un balancement thoraconal. C'est quoi la respiration paradoxale? Vous pouvez tous faire l'expérience chez vous là maintenant. Vous voyez que lorsqu'on inspire, qu'est-ce qui se passe? On a le thorax et l'abdomen qui se soulèvent en même temps. Alors, c'est avoir le thorax qui va augmenter de volume, vous allez avoir l'abdomen qui rentre. Alors, quand est-ce qu'on voit ça? C'est surtout que le diaphragme ne participe plus à la respiration. Et le diaphragme, c'est le muscle respiratoire de référence. Alors, ce muscle-là, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse. Il descend dans l'abdomen et donc en descendant dans l'abdomen, il va créer une pression négative dans le thorax qui va faire un appel d'air de l'extérieur et donc il va faire gonfler le thorax. Mais en même temps, en descendant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chasser les organes intra-abdominaux qui vont pousser la paroi de l'abdomen et on va avoir un soulèvement du ventre en même temps. Donc à chaque fois que on inspire, on a le thorax qui descend et donc on a le poumon qui se remplit d'air et donc qui gonfle le thorax. Et d'un autre côté, en descendant, on a ce diaphragme qui va pousser les organes intra-abdominaux et donc il va faire en sorte que le ventre aussi gonfle, d'accord.
Mais chez les patients où le diaphragme ne participe plus à la respiration, ben ce sont des muscles accessoires qui vont participer à cette respiration. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? En créant cette pression négative intrathoracique, ben on va avoir tout le contenu de l'abdomen qui va être aspiré vers le thorax. Et donc, on va avoir l'impression que le thorax gonfle, mais il ne gonfle pas à cause de l'air seulement, il gonfle parce qu'on a les organes intra-abdominaux qui remontent dans le thorax. Et donc, on va avoir l'abdomen qui s'affaisse. Ce signe d'une urgence. Le patient est en train de faire un arrêt respiratoire. Son diaphragme, qui est le muscle le plus important dans la respiration, ne participant plus à la respiration. Donc, ce patient-là, il est candidat à une ventilation mécanique dans les plus brefs délais. Et puis, selon le terrain, lorsque c'est un insuffisant respiratoire chronique ou qui est déjà sous oxygénothérapie à la maison, s'il vous fait une défaillance respiratoire, ben c'est très grave chez lui parce que Aslan, il n'avait pas assez de réserve avant. Lorsque c'est un patient qui a une atteinte neurologique, qui fait des troubles de la conscience, là aussi c'est un signe de gravité. Lorsque c'est un patient qui va avoir un pH qui est très bas, on sait là-dessus, l'hémoglobine ne va plus répondre, elle va pas bien travailler. Ou alors lorsque son PaCO2 est très élevé ou sa PaO2 est très basse, là aussi, c'est des signes de gravité qu'il faut rechercher et qu'il faut traiter en urgence. Alors, pardon. Comment les traiter justement? Alors, dans tous les cas, il faut toujours chercher à libérer les voies aériennes pour permettre aux patients de mieux respirer. S'il y a, par exemple, de la salive dans la bouche, il faudra l'aspirer. S'il y a un corps étranger, il faudra aspirer. La saturation est inférieure à 90% pour obtenir une saturation entre 92 et 95%. C'est ce qui est l'objectif interne. Dans tous les cas, on va prendre des voies veineuses de bon calibre pour donner rapidement le traitement nécessaire. Et dans tous les cas, on va monitorer le patient, on va placer un scope, on va monitorer sa saturation pulsée en oxygène, on va monitorer son ECG à la recherche de troubles cardiaques et on va prendre sa pression artérielle pour savoir justement si ce patient-là n'est pas en train de faire une détresse cardio-circulatoire en association respiratoire. Et bien sûr, on va mettre en marche notre oxygénothérapie. L'oxygénothérapie a pour but de augmenter la saturation en oxygène dans le sang afin de permettre aux cellules périphériques de bien utiliser cet oxygène. Elle est indiquée à chaque fois que la saturation est inférieure à 90% pour avoir justement une valeur supérieure à 92%. Le débit TAHA varie en fonction de la demande du patient et le mode d'administration de cet oxygène va dépendre justement de ce débit que nécessite le patient. Pour des débits jusqu'à 6 litres, on va utiliser par minute, on va utiliser des lunettes d'oxygène. Pour des valeurs allant jusqu'à 8 litres par minute, on va plutôt utiliser un masque simple. Pour des valeurs qui vont aller jusqu'à 15 litres par minute, on va utiliser des masques à haute concentration. Et pour toute oxygénothérapie au-delà de 15 litres par minute, on aura plutôt affaire à des dispositifs d'oxygénothérapie à haut débit qui m'a, par exemple, le high flow nasal ou la CPAP de Boussignac. Tout ça, vous allez l'apprendre plus tard. C'est juste pour que vous le sachiez. Donc voilà, je vous ai mis ça, c'est vraiment juste pour que vous le sachiez. Vous n'êtes pas obligé c'est juste pour vous intéresser à la lecture. Alors, et puis vous avez en extrême gravité le passage à la ventilation mécanique, c'est-à-dire qu'on va bouger le respirateur. Et là, ce n'est plus le patient qui est, c'est le respirateur qui va respirer pour lui, qui va envoyer de l'air à une fréquence et un volume qui sont pré-réglés dans la machine. Respiratoire elle-même, il faudra
mettre en marche un traitement étiologique parce que tant que l'étiologie est là, eh ben, elle va pérenniser cette insuffisance respiratoire. Par exemple, en cas de crise d'asthme, donner des bronchodilatateurs. En cas de d'embolie pulmonaire, donner de l'héparinothérapie. Quel tableau? Vous parlez de celui-là. Celui-là, il faut le connaître, bien sûr. Alors, eh ben oui, il faut le connaître si vous savez pas comment donner votre oxygénothérapie. D'accord. Si c'est un OAP, il faut donner des vasodilatateurs et des diurétiques, etc. Voilà. Donc en conclusion, c'est une des urgences médicales les plus fréquentes dans nos pavillons des urgences. Les priorités thérapeutiques, comme c'est instaurer l'oxygénothérapie, mettre les muscles respiratoires du patient au repos pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il ne passe pas à la ventilation artificielle, et traiter tout le temps, traiter l'étiologie. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. N'sma'akoum chouïa. Le tirage, c'est pas la gêne respiratoire. Le tirage, il traduit cette gêne respiratoire, d'accord, mais ce n'est pas la gêne respiratoire. Le tirage, c'est la contraction des muscles respiratoires, c'est-à-dire que le travail habituel du muscle, jusqu'à maintenant que vous utilisez pour respirer, ne suffit plus, et donc le muscle doit faire un effort supplémentaire pour justement faire gonfler cette cage thoracique. C'est ça le tirage, d'accord? Et c'est généralement, on le voit généralement dans la contraction des muscles qu'on appelle muscles respiratoires accessoires que vous avez vu en physiologie l'amlifet, hein, et qui sont les intercostaux, le sternoclédomastoïdien, etc. C'est quoi la bradypnée inspiratoire? C'est la baisse de la fréquence respiratoire. Qu'est-ce que la VNI? C'est la ventilation non invasive, c'est-à-dire qu'on va appliquer un masque étanche sur le visage du patient et on va lui envoyer de l'air avec une certaine pression pour que justement il fasse moins d'efforts pour respirer, pour mettre au repos ces muscles respiratoires. De Cheyne-Stokes, plus tard. Ce n'est pas important pour le moment. D'accord. C'est quoi la dyspnée de Cheyne-Stokes? Donc, nous réel. Comme je voulais. Attendez. Elle est au début. Elle est là. Alors, la dyspnée, c'est tout à fait en bas, c'est-à-dire avoir une alternance entre une respiration très rapide et une respiration très lente. Très rapide, très lente. Une origine métabolique ou là, une défaillance du cerveau, c'est-à-dire que soit c'est une hyperglycémie qui vous donne ça, ce sont les comas acédocétosiques, soit une défaillance du cerveau. À ne pas confondre avec ce que vous voyez en haut, c'est la dyspnée de Kussmaul. La dyspnée de Kussmaul, c'est quoi? C'est une respiration qui est ample, vous voyez, c'est la même chose, c'est tout le temps à la même intensité, mais elle est ample et elle est très lente. C'est-à-dire le patient va faire une inspiration très importante, faire une pause, faire une expiration importante, faire une pause, reprendre une inspiration importante, etc. Et c'est ce qu'on voit généralement dans l'acidose métabolique pour essayer justement d'éliminer ce CO2. L'OAP est une cause, bien sûr, je vous ai dit, les alvéoles ma'amrine bilma. D'accord? La respiration paradoxale, je vous l'ai expliqué, c'est lorsque le diaphragme n'arrive plus à subvenir à la respiration. Et puis, donc à ce moment-là, à chaque fois qu'il y a une pression négative intrathoracique pour faire appel d'air, il y a un effet ventouse qui va aspirer aussi le contenu intra-abdominal. Vous avez les organes l'abdomen qui vont remonter dans le thorax. Et au lieu d'avoir un gonflement de l'abdomen à l'inspiration, on va avoir un affaissement de cet abdomen à chaque inspiration.
Monsieur Suisse, vous n'avez pas suivi alors. Depuis tout à l'heure, on parle des pleurésies, des pneumothorax, de l'OAP. Oui, c'est parmi les causes de l'insuffisance respiratoire. Un effet shunt dans l'épanchement pleural. Dans l'épanchement, oui, bien avoir un effet shunt dans l'épanchement pleural. Vous allez avoir un plèvre qui va venir comprimer les alvéoles, et donc les alvéoles ne vont pas des. Oui, effectivement. Parce qu'on a une question. Khlas, normalement, on a répondu à toutes les questions. Z. Khlas. Ah oui, il y a le match qui commence dans 5 minutes, donc khlas. Non, ce ne sont pas tous les cas qui nécessitent une intubation. Non, pas du tout. La ventilation artificielle, elle a ses indications. Généralement, c'est le dernier recours, sauf comme lorsqu'il y a une respiration paradoxale, un épuisement bain, lorsqu'il y a une gravité bain. Je vous ai dit que les signes de gravité, c'est quoi? Bain, le patient qui est complètement bleu, qui fait vraiment une bradypnée très importante, ou là qui fait une polypnée très importante, qui est en train de se fatiguer, qui a une respiration paradoxale. Ce patient-là, il faut l'intuber d'office, c'est clair. Pour tous les autres, non. Il faut passer par une oxygénothérapie ou passer par la suite, si ce n'est pas suffisant, à une oxygénothérapie à haut débit. Si le haut débit n'est pas suffisant, passer à la ventilation invasive. Et si la non invasive n'est pas suffisante, à ce moment-là, oui, passer à une intubation et à une ventilation mécanique. Comment ils agissent? En faisant pisser le patient. On diminue le liquide. On diminue la volémie. S'il y a moins de liquide, il y aura moins de liquide qui passe dans les poumons. Voilà. Comment mettre les muscles respiratoires au repos? Je vous ai dit, soit en augmentant avec l'oxygénothérapie, en augmentant la FiO2, d'accord? Soit en augmentant la FiO2 et donc le patient, étant donné qu'il y a de l'oxygène pur qui arrive, qu'on n'est plus sur 21% d'oxygène, qu'on est sur 40%, le patient va pour respirer, pour saturer son hémoglobine, appliquer une pression positive. Vas-y, son oxygène, mais on va l'envoyer à une pression plus importante pour que justement le patient, en faisant un moindre effort, il va remplir plus rapidement ses poumons. Maintenant, ça ne suffit pas, c'est passer à la ventilation complètement mécanique, c'est-à-dire endormir ces muscles-là et laisser le respirateur respirer à la place de ces muscles-là. Pour ça, il faut voir avec lui. C'est pas moi qui vous dira, c'est votre chargé de module. Donc, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vais à votre délégué, Inch'Allah. D'accord? Ok. Voilà, khair.